Ok, donc nous sommes de retour. Yaya, je ne sais pas si tu es déjà prêt. Ok, La ok. deuxième partie de ta présentation. Oui. D'accord, d'accord. On va aller vite. Ok. Alors, je passe en plein écran, c'est bon là? Oui, ok. Donc nous sommes donc de retour et la parole, on va donc donner la parole à Yaya qui va nous parler donc comme le titre l'indique, que traduit le nombre en chiffres, donc les caractéristiques, les cibles, les tâches à l'intelligence artificielle, la représentation mathématique, les pré-traitements des données et évidemment aussi les pipelines complets. Donc nous vous prions de bien suivre également cette partie intéressante. Yaya, c'est bon, tu as la parole. Ok, ok, merci Sandra. Juste avant de commencer, vu que voilà, j'ai un peu débordé dans la première partie, donc ici, il y a certaines parties que je vais laisser. Donc, on va faire un tour d'horizon rapide pour que vous puissiez en fait avoir la chance de suivre des cours sur des algorithmes de machine learning avec voilà, les autres tuteurs qui sont là. Donc, on va aller rapidement. Donc, en gros, on va voir un peu la notion de caractéristiques et cibles pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec. Voir c'est quoi les différents types de tâches. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, la représentation mathématique de l'information, donc c'est quoi, et le pré-traitement, et enfin la pipeline de développement d'un modèle IA. Donc, euh, lorsqu'on parle de données, donc nous sommes des hommes, on parle d'intelligence artificielle, c'est de conférer notre intelligence à la machine. Sauf que l'homme a une perception. Maintenant, comment est-ce que la machine perçoit son environnement? Donc, c'est là où il y a cette nécessité de traduire euh, tout ce qu'il y a autour de nous en chiffres. Donc, c'est ça le titre de ce cours-là. Donc, c'est concilier la vision, la perception de l'homme et la perception de la machine. Donc, par exemple, si je vous montre ces photos-là, voilà, comment vous allez expliquer à un ordinateur que la première photo, c'est un chat et que la deuxième photo, c'est un chien? Donc, de vous à moi, vous voyez, je vois, vous voyez, je vous dis ça, c'est un chat, l'autre, c'est un chien, c'est simple. Mais comment vous dites ça à un ordinateur? Donc, des idées, des suggestions? Non? Bon, je réponds à ma propre question alors. OK. Oui, Maya? Maya, ok. Oui, Maya, tu peux ouvrir ton micro et parler. Oui, bonjour. Je m'appelle Maya Ladé. Je suis étudiant en sciences données et IA à l'école polytechnique de Douala. OK. Bon, par rapport à sa question, oui, je me dis, bon, vu que c'est ce que je fais un peu à l'école, il faut entraîner le modèle avec différentes images, plusieurs images en fait. Je pense que c'est ça. D'accord, d'accord. Merci. Je crois que quand tu as fait la présentation, je me suis dit, ah, il a tué la question. Ok, oui, en gros, c'est ça. Il faut entraîner l'ordinateur avec beaucoup d'images. Mais si on revient à la base même, ok, comment est-ce qu'on présente l'image à l'ordinateur? Donc ça aussi, je crois que c'est la première des étapes en fait. Donc, comment déjà dire que ça, c'est une image? Donc, comment l'ordinateur voit que c'est une image?
Donc, c'est là où, en fait, on va parler de notion de caractéristiques et de cibles. Donc, c'est ça, en fait, le langage de l'IA ici. Donc, lorsqu'on présente, donc là, on va partir d'un problème. Donc, parce qu'on parlons IA maintenant. Donc, on veut résoudre un problème. Donc, on doit collecter des données par rapport au problème. Donc, en l'occurrence ici, si on veut prédire, par exemple, le prix d'une maison, donc on veut peut-être écrire un petit programme qui va nous prédire le prix d'une maison. Voilà. Donc, la première question qu'on se pose, qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui influence le prix de la maison? Donc, la réponse à cette question, ça va être les caractéristiques. Donc, ça va être l'ensemble des éléments qui caractérisent la maison. Donc, on va commencer à les citer. Donc, ça va être ça, les informations d'entrée. Donc, ça va être ces informations-là ce sont ces informations qu'on va essayer de modéliser, de mettre en équation pour pouvoir prédire le prix. Donc, c'est ça qu'on appelle des caractéristiques ou des features. Bon, pour ceux qui ont déjà commencé à travailler avec les librairies, donc tout est en anglais. Donc, c'est features ou les caractéristiques. Et du coup, ce qu'on on cherche à déterminer ici, qui est le prix, on l'appelle le target. Donc, par moment, ça peut être le label, mais disons que c'est le target. C'est notre cible, donc c'est le résultat que l'on veut obtenir. Donc, ici, c'est le prix de la maison. Donc, on veut un programme qui nous prédit le prix d'une maison. Donc, on a besoin de se poser la question, qu'est-ce qui joue sur le prix d'une maison? Donc, on va citer par exemple la superficie, l'emplacement, le voisinage, l'âge, l'ancienneté de la maison, etc., etc., le nombre de chambres, voilà, c'est ces différents éléments-là. Donc tout ça, ça constitue les caractéristiques qui vont être mises en équation pour qu'on puisse avoir notre modèle. Donc, pour revenir à la photo du chat et du chien aussi, donc pour dire à un ordinateur que ceci est un chien ou cela, l'autre est un chat ou un chien, donc il faudra déjà voir voilà, qu'est-ce qui caractérise. Donc, le but, c'est de d'amener la machine à comprendre qu'est-ce qui caractérise un chat, qu'est-ce qui caractérise un chien. Donc, lui, il va peut-être, à travers les images qu'on va lui présenter, comme Maya l'a dit, donc il va essayer de voir les oreilles, comment est-ce que les oreilles se présentent lorsqu'on a des photos de chats, comment est-ce que les pattes se présentent, comment est-ce que les moustaches se présentent, etc., etc. Donc, ces différents éléments-là, caractéristiques-là. Donc, c'est sur ça que le modèle il va capitaliser pour ensuite pouvoir apprendre à reconnaître. Mais bien sûr, ça, c'est de façon conceptuelle. Après, il y a la modélisation. Donc, l'image, on verra par la suite que c'est juste une matrice avec des pixels. Donc, puisqu'on parle de tâches IA, donc rapidement, lorsqu'on veut créer un modèle IA, donc, on ne se lève pas pour créer un modèle IA pour le plaisir, parce il y a un besoin qui est là. On veut résoudre un problème. Donc, il y a une tâche qu'il faut accomplir. Donc, en gros, peu importe le modèle que vous voulez développer, les tâches que vous allez réaliser en termes d'IA tombent dans l'une ou plusieurs de ces catégories-là. Donc, on a la classification, la régression, le clustering et la génération. Donc, je vais commencer par la classification. Voilà, comme son nom l'indique, il s'agit de classifier, donc de catégoriser les éléments. Donc, j'ai un ensemble de données, de data. Donc, je veux essayer de catégoriser pour dire que j'ai telle catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Donc ça, c'est un type de problème qu'on rencontre en IA. C'est le type le plus courant d'ailleurs. Donc, même en médecine, lorsqu'on parle de diagnostic et autres, donc en fin de compte, c'est une catégorisation des patients. Donc, avec les analyses du patient, donc on analyse la radio et tout. Donc, le but, c'est de dire est-ce que le patient il est atteint de telle maladie ou pas. Si on prend le cancer, par exemple, c'est il est atteint du cancer ou il n'est pas atteint du cancer. Donc, c'est presque binaire ici. Donc là, c'est une catégorisation avec deux catégories. Donc, on appelle ça une classification binaire. Donc, autre chose, lorsqu'il s'agit de la classification, c'est une tâche dite supervisée. Donc, vous allez voir l'apprentissage supervisé tout à l'heure avec Aniva. Donc, supervisé pour dire que
les données sont étiquetées à l'avance. Donc, j'ai un ensemble de données. Chaque ligne de données est étiquetée. Donc, par exemple, si je prends dans le cas de diagnostic médical, donc j'ai des données sur des patients, donc disons des imageries médicales, donc que ça soit les radios. Donc, pour chaque image, il y a déjà un médecin qui avait analysé ça à l'avance, qui a dit, OK, pour cette imagerie-là, donc le patient il avait été diagnostiqué atteint du cancer. Pour cette image, non. Pour cette image, oui. Pour cette image, non. Pour cette image, oui, etc. Donc, c'est ce jeu de données qui comprend, c'est déjà étiqueté. Donc, on développe notre modèle avec, on parle d'une tâche qui est supervisée. Et donc, l'apprentissage qui suit est aussi dit supervisé. Donc, l'autre catégorie qui est la régression. Je parlais tout à l'heure de prédire le prix d'une maison. Donc là, ce qu'on cherche à obtenir ici, c'est le prix de la maison. Et là, c'est une valeur continue, c'est pas une catégorie. Donc, c'est une valeur qui est continue. Et là, on parle de régression parce qu'on veut prédire une valeur qui n'est pas une catégorie, c'est numérique. Donc, on parle de régression. Régression, voilà, vous allez voir les différents types de régression. Je crois qu'Annie va en parler, donc je vais juste vous dire que là, il s'agit juste de trouver euh, une ligne de régression, donc une équation de régression qui permet de relier l'ensemble de vos points de données. Donc la simple équation de droite qu'on a fait au lycée, donc vous vous rappelez de y égale à mx plus b, donc voilà, c'est la ligne de régression, c'est l'équation de la droite, mais qui s'applique aussi à des réseaux de neurones, donc à une plus grande échelle. Donc, mais c'est toujours le même principe. Donc ça, c'est la régression, deuxième catégorie, deuxième type de tâche IA. Donc, troisième type, c'est le clustering que vous allez voir après à Neva. Euh, donc, ici, il s'agit de grouper. Donc, premièrement, on avait classification, c'est classifier. Donc, on a des données qui sont étiquetées et la tâche qu'on cherche à faire, c'est, étant donné une nouvelle ligne de données, on cherche à le mettre dans une catégorie A ou une catégorie B. Dans le clustering, donc, on n'a pas d'étiquette. Les données ne sont pas étiquetées. On a toutes les données qui sont ensemble. Maintenant, à nous d'analyser les données, de voir les ressemblances pour pouvoir en fait pouvoir faire des séparations, pouvoir faire une segmentation en fonction des similarités. Donc c'est ça le clustering. Donc dans cet exemple, par exemple, voilà, on va analyser un tel laser. Donc, on va prendre voilà, ces ensembles d'animaux-là. Donc, on n'a pas d'étiquette. Donc, disons que ne pas avoir d'étiquette, ça veut dire qu'on n'a pas étiqueté celui-là, par exemple, comme étant une vache. On n'a pas étiqueté celui-là comme une vache. C'est juste des animaux ensemble. Maintenant, notre but, c'est de trouver un modèle qui puisse, en fait, analyser toutes ces images-là, voir les similitudes et essayer de dire, OK, je pense que tel animal et tel animal ils peuvent appartenir à un même groupe. Donc, c'est un peu ça le but du clustering. Donc, les regrouper comme ça, trouver des similitudes entre les données. Donc, la quatrième tâche, donc, c'est la génération. Donc, la génération, donc, c'est ça qu'on appelle l'IA aujourd'hui, hein. Donc, ChatGPT et autres sont dans une logique de génération. Donc, dans cette catégorie de tâches IA, euh, voilà, le modèle qu'on développe, ce n'est pas pour prédire une valeur continue ou pas pour attribuer une catégorie, une classe à une ligne de données, euh, pas non plus créer des groupes, mais plutôt générer un contenu qui est nouveau. Donc, générer un contenu qui est nouveau, voilà, ça peut être du contenu textuel, des images, du son, etc., etc. Donc, cette catégorie-là, c'est l'IA générative. Donc, si le problème que vous étudiez, donc le problème que vous voulez résoudre, vous amène à générer du contenu nouveau, ça veut dire que vous devez développer un modèle d'IA générative. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, il faut partir de votre objectif. C'est quoi le problème que vous voulez résoudre? Est-ce que je cherche à prédire quelque chose? Est-ce que je cherche à faire des groupages sur la base de similitudes? Ou est-ce que je cherche à attribuer des étiquettes, donc mettre dans des catégories, donc classifier. Donc, en fonction de la nature de votre problème, vous allez vous diriger
vers des classes de méthode. Donc, pourquoi comprendre cela est essentiel? Parce que dans chaque catégorie, en fait, on a un ensemble d'algorithmes qui font très bien ce boulot-là. Donc, vous vous rappelez de la présentation précédente, j'avais le graphique avec beaucoup d'algorithmes de machine learning. Donc, lorsque vous avez un problème, lequel vous allez utiliser, vous ne savez pas. Donc, mais le fait déjà d'avoir cette idée-là de base, donc ça vous permet en fait de restreindre le domaine de recherche et vous intéresser aux algorithmes qui font votre affaire. Donc, une fois qu'on sait, on connaît le problème qu'on veut résoudre, donc le type de tâche qu'on doit effectuer, on va s'intéresser à notre donnée, donc comment on les représente mathématiquement. Bon, je crois qu'à ce niveau, on va aller assez vite, c'est assez simple. Donc, peu importe la nature de la donnée, pour que déjà ça soit numérisé, comme son nom l'indique, numérisé, il faut que ça soit numérique. Numérique, ça veut dire des chiffres. Donc, et ça, on a des, bon, j'ai pas mis les scalaires ici parce que un c'est un, 2 c'est 2, bon, c'est des scalaires. Mais on commence directement par les vecteurs, donc qui représentent quand même une collection. Parce qu'on parle d'IA, donc on ne traite pas un point de données, on traite plusieurs points de données. Donc, on commence par les vecteurs. Donc, par exemple, si vous prenez un texte ici, donc vive la Gen AI. Gen AI, c'est Generative AI, donc l'IA générative. Donc, ça, c'est un texte qui est là. Comment est-ce qu'on peut représenter ce texte-là d'un point de vue numérique? Donc, voilà. Premièrement, une première représentation de ce nombre, c'est un vecteur de ce qu'on appelle des tokens, bon, disons, de mots, groupe de mots. Donc, vous faites un découpage, vous avez vive, la, gen et AI. Donc, ça vous donne un ensemble de mots. Donc, ça constitue un vecteur. Donc, mais toujours un vecteur de mots. Donc, mais voilà, la machine en réalité ne traite pas en fait les caractères. Parce que n'oubliez pas, machine, PC en anglais, c'est quoi? C'est computer. Computer, donc littéralement, c'est calculateur. Donc, on ne calcule pas des lettres, on calcule des chiffres. Donc, même ChatGPT qui vous sort des images, qui vous sort du texte, en réalité, c'est toujours des chiffres qu'il manipule, c'est pas des caractères. Donc, ici, par exemple, ce groupe de mots, voilà, on fait une correspondance avec des chiffres. Donc, voilà. Et bien sûr, ici, je suis pas en train d'expliquer la transformation, mais juste la représentation. Pour dire que, voilà, on passe d'une phrase à un vecteur. Donc, une phrase, c'est un vecteur. Et donc, ici, donc, encore, si on prend de façon individuelle, chaque mot peut encore être représenté sous forme d'un autre vecteur. Donc, avec des nombres spécifiques, donc des vecteurs sémantiques, en l'occurrence ici. Bon, on va pas rentrer dans les spécificités de ce que ça veut dire, mais juste pour vous montrer la transformation, comment une simple phrase devient un vecteur. Donc ça, c'est juste pour cet exemple-là, mais il en va de même pour toutes les autres données qu'on peut manipuler. Donc, si on parle, je prends l'exemple de la maison, donc pour faire la prédiction du prix, donc les caractéristiques. J'étais en train de parler de la superficie, oui, c'est bien. Ça, c'est un chiffre en mètre carré. Euh, je parlais du voisinage. Comment est-ce que tu vas représenter ça mathématiquement? Donc, tu vas soit parler du nombre de maisons autour ou bien du nombre d'habitants autour de la maison. Mais il faut toujours revenir à un nombre. Donc, ça, c'est une modélisation qui, voilà, ça doit être propre au problème qu'on est en train de traiter. Donc, vous pouvez essayer différentes modélisations. Donc, quand on démarre avec une modélisation, ça ne veut pas dire que on est condamné à choisir ça. C'est un premier test. De toute façon, vous allez voir que dans le processus de développement, c'est toujours une itération. Donc, si ça ne marche pas, on revient en arrière. Donc, bien sûr, il y a aussi les matrices. Donc, si on connaît un vecteur, bon, une matrice, c'est un ensemble de vecteurs tout simplement. Et là, les données qui sont représentées directement en matrice, par exemple, c'est les images. Donc, je parlais de l'image du chien ou du chat. Donc, quand vous présentez ça à la machine, qu'est-ce que la machine voit? C'est un vecteur de lignes, on a de pixels, un vecteur de lignes. Si je prends une image de, alors, les deux dimensions, ok, disons, quand vous dites que j'ai telle image dans mon téléphone qui fait, ça pèse 5 mégapixels.
ou bien 3 mégas, donc mégapixels. Donc en réalité, vous êtes en train de parler du nombre de pixels qu'il y a dans l'image. Et ça, c'est une matrice en fait. C'est une représentation matricielle. Donc, le nombre de pixels, c'est en fait, ça veut dire que l'image a une certaine résolution. Souvent, quand vous faites quand vous uploadez des images sur des sites en ligne, on vous parle de dimension de l'image. Il ne faut pas dépasser 455 fois 430, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est les dimensions. Donc, c'est en fait le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'il y a dans l'image. Et donc, chaque pixel, c'est une valeur entre 0 et 255. Donc, par exemple, un point noir, ça va être représenté par le 0 pixel, le pixel de valeur 0. Un point blanc, tout blanc, c'est 255. Donc, du noir au blanc, c'est ça. Le 0, c'est le noir, le 255, c'est le blanc. Et bien sûr, on aura toutes les variantes qui vont avec. Mais bien sûr, pour avoir une image en couleur, on n'a pas une seule matrice qui représente l'image. On a trois matrices. Vous savez que la formation des couleurs, ça se fait avec trois couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu. Donc, ce système, on l'appelle RGB. Donc, une image, ça va être une matrice, euh, trois matrices en fait. Donc, une matrice pour représenter la composante du rouge, donc les pixels qui représentent le rouge, une autre pour représenter les pixels du vert, le green, et une autre pour le bleu. Donc, voilà un peu comment les images sont transformées. Donc maintenant, c'est cette matrice-là, en fait, qu'on va présenter à l'IA. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est en fait appliquer des filtres et voilà, essayer de comprendre en fait les relations entre les différents pixels dans cette image. C'est comme ça, l'IA va fonctionner avec une image. Donc sinon, il voit pas des oreilles, il voit pas des yeux, il voit pas des pattes, il voit pas de queue. Il voit que des pixels. Donc, aussi, des fois, on peut modéliser des phénomènes, pas des incertitudes, pas avec des nombres exacts, mais avec des incertitudes. Donc, ça arrive. Du coup, nos amis, les probabilités sont là pour ça. Donc, si la donnée à modéliser n'est pas une donnée fixe, n'est pas une donnée qu'on peut définir avec certitude, donc on va plutôt utiliser sa probabilité. Donc, voilà. En gros, voilà comment on va représenter les données. Donc, pour passer rapidement au pré-traitement, donc une fois qu'on sait comment on va représenter nos données, on les transforme en valeurs numériques et tout. Après, OK, comment est-ce qu'on fait passer ça au niveau de la machine? Est-ce qu'on les utilise directement? Donc, ok, je vais venir ici avant de repartir en arrière. Donc, il est important de traiter les données avant de les passer au niveau de l'IA. Parce que lorsque vous collectez les données, donc dans les exemples que j'ai donnés, par exemple, c'est simple. Donc, si vous voulez présenter plusieurs images de chiens, par exemple, des fois, vous allez prendre le chien dans différentes conditions. Donc, il peut y avoir des photos, par exemple, où vous avez d'autres objets dans la photo. Donc, ça peut nuire en fait à la qualité de détection. Ou si on prend les prix de maison, tout simplement. Donc, euh, pour avoir un modèle IA qui fonctionne, qui prédit, on va dire, le prix d'une maison, donc on ne va pas collecter les données sur une seule maison, on va faire sur plusieurs maisons. Donc pour chaque maison, on va voir c'est quoi la superficie, le nombre de chambres, l'ancienneté, l'âge, le voisinage et on va faire correspondre à son prix. Donc, on fait ça pour plusieurs maisons. Sauf que pour certaines maisons, on ne va pas avoir toutes ces informations. Il y aura des informations qui vont manquer. Donc, en fin de compte, la donnée qu'on trouve après collection, après la collecte, c'est pas une donnée qui est propre. Il faut nettoyer. Donc, il y a un concept très important, c'est le garbage in, garbage out au niveau de l'intelligence artificielle. Garbage in, ça veut dire que si tu donnes de la donnée poubelle à l'IA, il te sort un modèle poubelle qui va te donner des résultats poubelle. Donc, si tu donnes des données très bien nettoyées, potentiellement, tu auras un modèle clean et avec des résultats clean. Donc,
avant de commencer à développer votre modèle, il faut vous assurer de bien nettoyer votre donnée. Donc, le pré-traitement, il y a beaucoup de choses en fait. Ça inclut beaucoup de choses. On ne pourra pas tout couvrir. Ici, c'est juste pour vous donner des pistes. Euh, Premièrement, c'est le nettoyage dont j'ai parlé tout de suite. Donc, les doublons, les valeurs qui manquent ou des valeurs erronées, tout ça. Donc, et ça demande de l'expertise métier. Donc, si vous traitez un problème, donc il faut avoir l'expertise de ce problème-là pour pouvoir reconnaître les valeurs erronées et aussi comment remplacer les valeurs manquantes et tout. Donc, cette étape-là, c'est le nettoyage. Donc, après ça, on a la transformation. Donc, la transformation, c'est, voilà, des questions de format, quoi. Par exemple, si vous avez des données qui sont catégoriques, donc, si, dans le cadre du diagnostic, du patient où on a des bases de données. Si vous avez les étiquettes où on a diagnostiqué le patient avec, si l'étiquette c'est oui et non. Donc, vous pouvez décider de changer ces oui et non en chiffres. Ça peut être 0, 1 par exemple. Donc, ça, c'est des transformations qu'on applique. On encode en fait les données qui sont catégoriques. Comme je le disais, l'IA ne comprend pas les lettres. Donc, l'IA parle chiffres, la machine parle chiffres. Donc, on encode toujours ces données numériques là, si on veut, surtout si on utilise les réseaux de neurones, parce que pour les algorithmes de machine learning classiques, donc pour certains, on peut utiliser sans faire cette transformation-là. Mais ici, je vous donne toutes les transformations que vous pouvez faire, comme ça, voilà, vous allez voir à vous, quand vous traitez le problème, est-ce que ici je fais ça, est-ce que je fais ça, etc. Donc, il y a la normalisation et la standardisation. Donc, ici, c'est plutôt, on va dire, la mise à l'échelle pour regrouper. Donc, si vous avez on va dire, par exemple, superficie et puis nombre de chambres. Donc, nombre de chambres, pour des maisons classiques, c'est sûr que ça va pas dépasser 5, 6, ça va pas dépasser ça. Donc, de l'autre côté, vous avez la superficie. La superficie, ça va être des valeurs qui sont grandes peut-être. Euh, tu peux avoir peut-être dans les 50, peut-être dans les 60, dans les 100, etc., etc. Donc, si vous faites une régression ou, euh, je vais parler de régression, où voilà, chaque caractéristique ici a un coefficient. Donc, vous multipliez la colonne, vous multipliez l'élément de superficie par un coefficient et euh, vous additionnez, on va dire, le prix, non pas le prix, le nombre de champs qui aussi a un coefficient. Donc ici, le fait que la surface soit largement plus élevée que le nombre de chambres, donc même s'il y a une variation au niveau du nombre de chambres, donc vous êtes mathématicien, vous savez que dans la somme, en fait, il n'y aura pas une grande variation. Donc c'est comme si on n'a rien fait. Donc ça, c'est des biais, en fait, qui peuvent faire que le modèle ne va pas bien marcher. C'est pour ça qu'il faut faire une mise à l'échelle. Donc, on va considérer les prix, on va les normaliser pour que pas les prix, on est sur les caractéristiques. Donc, vous prenez par exemple, comment dirais-je, le nombre de champs. Donc, il faut normaliser peut-être entre 0 et 1. Prendre l'autre, la surface. Ça aussi, il faut normaliser que ça soit entre 0 et 1. Comme ça, les colonnes sont traitées de la même façon. Donc, c'est un peu la démocratie, quoi. Donc, il y a aussi la réduction des dimensionnalités lorsque vous avez plusieurs caractéristiques et que, voilà, vous voulez réduire soit pour des raisons de visualisation ou bien parce que votre modèle n'arrive pas à prendre tout ça en considération, donc vous pouvez réduire. Vous pouvez aussi appliquer du filtrage, etc., etc. Donc, c'est pas exhaustif, mais principalement, vous avez ces éléments-là comme des éléments de pré-traitement. Donc, entre autres, par exemple, vous avez la technique la plus utilisée, c'est la standardisation, donc la normalisation gaussienne. Donc là, vous calculez l'écart type et puis la moyenne. Et pour chaque valeur voilà, dans votre jeu de données, vous normalisez en retranchant la moyenne et en divisant par l'écart type. Donc ça, c'est classique. Vous avez aussi la normalisation min-max. Donc, vous retranchez la valeur minimale et vous divisez par l'écart entre minimum et maximum. Donc, ça, on appelle ça normalisation min-max.
Donc, vous avez aussi une autre normalisation qui s'appelle Robust Normalization. Donc, là, ça va au-delà de la gaussienne. On prend plutôt la médiane et on divise par l'écart interquartile. Donc, une fois qu'on a pu traiter, voilà, les données, etc., donc, comment est-ce qu'on développe un modèle de machine learning, donc les différentes étapes, je vais les survoler rapidement, donc, pour que vous puissiez passer, je crois que vos mains grattent actuellement, donc vous êtes pressé de, voilà, de toucher du concret, mais ça vient, on a fini. Donc, en gros, le cycle de vie d'un projet de machine learning, ça commence par l'analyse des données, donc la collecte et l'analyse des données. Donc, c'est assez regroupé ici. Donc, une fois que vous avez les données, donc il faut les préparer. Donc, j'ai parlé du pré-traitement des données, donc c'est là où ça intervient. Donc, ensuite, vous allez passer à l'entraînement du modèle. Et voilà, une fois l'entraînement du modèle terminé, l'entraînement et le tuning. Donc, le tuning, en fait, ici, c'est l'optimisation. Ensuite, il faut évaluer. Donc, c'est pas, ici, c'est le cycle de vie schématiquement parlant. Mais voilà, il y a l'optimisation, euh, qui inclut, on va dire, l'évaluation, etc., etc. Puis, vous allez déployer le modèle. Mais lorsque vous déployez, c'est pas tout. En général, dans ce cas d'exercice-là, on se limite à l'entraînement et à l'optimisation. Mais en pratique, pour que vous puissiez utiliser un chat GPT, il fallait qu'il déploie, il fallait qu'OpenAI déploie le modèle. Et ensuite, ils vont monitorer, ils vont surveiller le modèle et continuer à l'améliorer en performance, collecter de nouvelles données, répéter le cycle. Donc ça, c'est le cycle de vie d'un projet IA. Mais en gros, voilà, ce que vous aurez à faire, vous, c'est collecte des données, pré-traitement, sélection des caractéristiques qui font, voilà. Parce que quand vous pré-traitez, après, vous pouvez encore sélectionner des caractéristiques, pas tous, mais un certain nombre. Choisir votre modèle, faire l'entraînement, bon, des modèles, et puis sélectionner à la fin, l'entraîner, l'évaluer et le déployer. Donc, bien sûr, ça se répète. Donc, en gros, voilà ce que vous pouvez faire. Euh, et ça sera tout. Maintenant, vous allez passer à la pratique. Donc, je sais pas s'il y a des questions avant que, voilà, vous passiez de l'autre côté, mais voilà, c'était voilà un peu l'aperçu que je voulais vous donner avant que vous ne rentriez les, dans le vif du sujet, on va dire. Alors, vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. C'est... Voilà, Armel a une question. Ok, Armel, on t'écoute. Bon après-midi à tout le monde. Moi, c'est Armel, responsable technique du GMC. J'espère que vous m'entendez. Ouais. D'accord. Donc, merci déjà, Yaya, pour cette deuxième présentation. Cependant, j'ai une question au niveau de la vectorisation. Si tu peux revenir à ce niveau, lorsque tu avais un exemple où on disait vive la gaine AI, ouais. Ouais. Au niveau du découpage sémantique, pour moi, ça semble évident qu'on a utilisé l'espace comme caractère de découpage sémantique. Mais est-ce qu'on peut se dire que c'est quelque chose d'aussi facile pour faire le découpage? Euh, Pardon, je n'étais pas concentré sur la question. Tu Ouais. peux Au niveau revenir du là? découpage sémantique, Ouais, ouais. lorsqu'on a le texte d'origine, Uh-huh. après le découpage, on a quatre blocs, vif, Ouais, la, ouais, gain et ouais, aille, ouais. avec le point d'exclamation. Et je dis de manière intuitive, on voit bien qu'on a utilisé le caractère espace pour faire le découpage. Ouais, Et je ouais, veux ouais. savoir, est-ce que c'est une opération aussi évidente ou bien il peut y avoir des complications, je sais pas. Ah, bon, ça c'est à titre illustratif. Et oui, ici on a utilisé l'espace. En général, non. En général, ça c'est juste l'illustration. Mais dans la réalité, lorsque tu fais, tu peux utiliser plusieurs méthodes. Il y a une méthode où en fait, tu utilises en fait des blocs de même taille. Donc, des blocs de découpage. Donc, tu peux dire, je sélectionne quatre caractères, ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, on se retrouve à découper des mots avec ça, c'est assez basique. Il y a aussi il y a des techniques plus avancées, mais là, c'est juste à titre illustratif. Et
Aussi, juste pour dire que là, c'était juste pour montrer la représentation vectorielle et non pas en fait discuter des techniques. Mais si besoin est, je crois on peut discuter ça par la suite. Peut me contacter, on va discuter de ça en long et en large. Parce que sinon, si on rentre dans ça, je ne sais pas si Annie va pouvoir faire sa partie. Donc, voilà. Donc oui, ici c'est évident, c'est l'espace qui a été utilisé, mais ce n'est pas que l'espace qui est utilisé pour le découpage. Autrement dit, ça n'aura pas de sens, quoi. Des fois, par exemple, découpage sémantique, donc si c'est souvent c'est à des groupes de mots, donc des mots avec un tiret. Donc c'est intéressant de les mettre ensemble que de les séparer. Donc dans certains découpages, on peut avoir ces groupes de mots-là qu'on va garder ensemble comme étant un token ici. Ouais. Donc le nombre de tokens, c'est pas exactement le nombre de mots. Merci. Ouais. Ok, bah, merci beaucoup, Yaya, vraiment. Donc, oui, je crois que pour les questions, voilà, vous pouvez m'envoyer des questions, je vais répondre à ça pour qu'on puisse laisser la place à Neva. Donc, mais je reste là, je suis toujours dans la réunion. Donc, dans le chat même, vous pouvez poser les questions, on va je vais répondre au fur et à mesure. Ok. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup, Yaya. Et donc, si vous avez des questions, continuez à les poser dans le chat. Yaya va se charger de les répondre. Alors, donc, on va passer à notre... la deuxième personne qui va nous présenter, donc, elle va nous parler du machine learning. C'est Aneva. Alors, je ne sais pas si Aneva est prête. Donc, Aneva, elle est étudiante en thèse de doctorat à l'Université de Côte d'Azur en France. Elle travaille sur les problèmes inverses. Elle va donc nous entretenir sur le machine learning supervisé, donc régression linéaire etc. Oui, elle est prête. Donc, OK. Anne, tu as la parole pour ta présentation. D'accord. Merci Sandra de me passer la parole. Bonjour à tout le monde et je remercie tous les organisateurs du workshop et félicitations parce que je sais que c'est pas facile. Et félicitations aussi à tous les participants parce que j'imagine que vous êtes passés par une sélection et tout. Donc, merci d'être là et félicitations à vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Aneva, on voit très bien ton écran. OK. Aujourd'hui, on va parler du machine learning supervisé. En français, c'est machine learning, c'est apprentissage automatique, donc de l'apprentissage automatique supervisé. Et en fait, c'est pas grave s'il y a certains parmi vous qui n'ont jamais entendu parler, parce que, en fait, c'est l'idée du cours. Donc, l'idée, c'est d'aller pas à pas vers les concepts de base afin que ça puisse être clair pour tout le monde. Le plan est dans le suivant. On va commencer par l'introduction et à l'introduction, ce qu'on va faire, c'est de définir déjà ce que c'est que l'apprentissage supervisé. En fait, cette partie-ci, Yaya a déjà expliqué un peu de quoi il s'agit, en fait. Et puis, on va présenter les deux grandes classes de problèmes en apprentissage supervisé qui sont la régression et la classification. Ça aussi, Yaya en a parlé un tout petit peu. On va voir deux grands modèles, le modèle de régression linéaire et le modèle de régression logistique. C'est vrai qu'en machine learning, il y a plusieurs modèles, mais bon, dans une seule session, on ne peut pas parler de tout. Donc, j'ai choisi de présenter la régression linéaire et la régression logistique parce que j'estime que ce sont les modèles de base pour ceux pour ceux qui viennent de commencer à faire l'apprentissage automatique. Donc, passons dans l'introduction. Donc, l'idée de l'apprentissage supervisé, c'est quoi? Donc, sans utiliser des termes techniques, c'est apprendre à la machine à effectuer une tâche en lui montrant des exemples. Par exemple, imaginons qu'on veut faire apprendre à un enfant à faire la distinction entre chien et chat. Je prends cet exemple parce que Yaya l'a utilisé tout à l'heure. Si vous voulez expliquer à un enfant, vous voulez montrer à un enfant comment faire la différence entre un chien et un chat tout le temps.
ce que vous allez faire, c'est lui montrer plusieurs exemples. Donc, chaque fois, vous lui montrez ceci, vous dites ça, c'est un chien. Et ensuite, vous lui montrez l'autre, vous dites ça, c'est un chat, tout le temps. Et après, vous allez vous rendre compte qu'il sera en mesure, dès tout le reste de sa vie, de savoir distinguer c'est quoi un chien et c'est quoi un chat. Donc, on va dire, l'apprentissage supervisé consiste à construire un modèle qui sera capable de prédire en s'appuyant sur des exemples connus. Maintenant, dans le jargon de l'apprentissage supervisé, un exemple, en fait, c'est une observation. Donc, une observation comprend donc les données d'entrée, qui sont les variables explicatives, et une étiquette qui est la variable cible. Donc, on va utiliser les variables explicatives afin de prédire l'étiquette, donc la variable cible. Donc, comme je disais, le principe, c'est d'utiliser les données étiquetées, dont les entrées plus les sorties connues, pour entraîner le modèle qui pourra prédire l'étiquette des nouvelles données. Donc, ça, c'est une représentation schématique de ce qu'on s'est dit. Donc, ce qu'on a au tout début, c'est une base de données qu'on peut représenter sous forme de tableau. X1, X2 jusqu'à Xn, ce sont des variables explicatives. Et Y, c'est la variable cible. Chaque ligne du tableau est une observation. Donc, une observation, c'est l'ensemble des valeurs des variables cibles et l'étiquette connue associée. Donc, quand on dit entraîner un modèle, c'est en fait chercher une fonction des variables explicatives, de telle sorte que cette fonction-là va permettre de prédire la vraie étiquette. Et une fois qu'on a entraîné le modèle et qu'on a ce modèle-là, on est donc capable, pour des données non étiquetées, à prédire l'étiquette. Donc ça, c'est le principe de l'apprentissage supervisé avec un schéma. Maintenant, on va un peu aborder les notations mathématiques. Ça, c'est pour la suite. Donc, on peut regrouper les variables explicatives en un vecteur X. Donc, vecteur X, vecteur formé de X1, X2 jusqu'à Xn. Et la variable de sortie, bon, c'est une seule variable, donc c'est Y. Et la base de données, comme on a dit, c'est l'ensemble des observations avec les vraies étiquettes. Donc, en fait, c'est l'ensemble des observations qui sont formées des valeurs des variables explicatives et de l'étiquette associée. Ici, grand N, c'est le nombre d'observations. Donc, c'est le nombre d'éléments de notre base de données. Et donc, il faut apprendre un modèle ou encore une fonction f qui va de Rn vers R. Rn parce qu'on a n variables explicatives et R parce qu'on veut prédire une seule étiquette. Donc, on va apprendre cette fonction f-là qui va, voilà, telle que la prédiction donnée sera le plus proche possible de la vraie étiquette. Et donc, après l'entraînement, on pourra utiliser notre modèle, donc notre fonction qu'on a construite pour pouvoir prédire les étiquettes pour de nouvelles données non étiquetées. Bon, les deux grandes classes de problèmes en apprentissage supervisé, c'est la régression et la classification. On parle de régression lorsque la variable à prédire, donc la variable cible Y, est continue. Donc, ça peut prendre les valeurs, n'importe quelle valeur dans R. Par exemple, on va prendre un peu les mêmes exemples que Yaya. Si on veut prédire le prix d'une maison en fonction de ses caractéristiques, le prix, c'est une valeur, donc c'est quelque chose qui varie, c'est un réel. Ça varie dans R. Et on peut aussi, et les caractéristiques ici sont les caractéristiques ici sont les variables cibles. Ça peut être l'espace, ça peut être le nombre de fenêtres, le nombre de chambres, etc. On peut aussi, un autre exemple, c'est peut-être prédire la consommation d'énergie d'un bâtiment en fonction des caractéristiques du bâtiment et des conditions climatiques. Là, les caractéristiques du bâtiment ainsi que les conditions climatiques, ça va entrer dans l'ensemble des variables explicatives. Et Y, la variable cible, sera la consommation d'énergie. On a aussi la classification. On parle de classification lorsque la variable à prédire est catégorielle.
Donc, la variable à prédire ne peut prendre qu'un ensemble fini de valeurs discrètes qu'on appelle encore classe. Donc ici, f va de Rn vers l'ensemble des classes C1, C2 jusqu'à Ck. Ici, K, c'est le nombre, le petit K, c'est le nombre de classes. Comme par exemple, on veut prédire si un email est spam ou non spam. Donc spam, première classe, non spam, deuxième classe. Ou diagnostiquer aussi un patient comme malade ou sain. Une classe, c'est malade, l'autre, c'est sain. Donc ici, les exemples, ce sont des exemples où on a juste deux classes à prédire. Voilà, maintenant, j'imagine qu'à ce niveau, peut-être il n'y a pas de questions parce que c'est un peu un petit rappel de ce qu'il y a eu à présenter, peut-être avec des notations ajoutées qu'on va utiliser par la suite. Donc, on va parler du premier modèle, qui est le modèle de régression linéaire. Maintenant, dans le modèle de régression linéaire, l'idée c'est quoi? La fonction a prédit f. Dans le modèle f là, cette fonction a prédit f, on le modélise comme une combinaison linéaire des variables d'entrée. Donc, mathématiquement, f de x1, x2 jusqu'à xn, c'est a1 x1 plus a de x2, etc., plus an xn plus b. Donc, ça, c'est un modèle linéaire des variables explicatives. Donc, on peut simplifier la notation. On prend x comme le vecteur des variables explicatives. On prend a comme le vecteur des coefficients. A1, A2 jusqu'à AN, c'est le vecteur A. Et on a B aussi, qui est l'offset, dans l'intercept. Donc, le modèle, c'est f de x égale à transposé de A, x plus B. Donc, on voit bien que dans le modèle de régression linéaire, on a déjà la formulation du modèle donné par A transposé x plus B. Et donc, quand on va apprendre le modèle, l'idée sera de trouver les coefficients A, donc les coefficients A, donc A1 jusqu'à AN, et aussi B, de telle sorte que la prédiction, de telle sorte que la valeur de f de x, pour un x donné, sera le plus proche possible des vrais labels, donc lorsqu'il y a des labels. Donc, par exemple, si on a juste une seule variable explicative qu'on veut utiliser pour prédire la variable cible y, alors le modèle sera une droite, parce qu'on a bien vu que l'équation sera A1 x1 plus b. On a une droite. Ici, en bleu, c'est notre base de données d'entraînement. Parce qu'ici, la base de données d'entraînement, c'est un vecteur à deux valeurs, x1 et y associés. Donc, x1, y, x1, y. Donc, le modèle sera une droite. Et cette droite-là sera en fait la droite qui ajuste le mieux les données. Donc, pour n'importe quelle nouvelle observation x que vous aurez, il va suffire de projeter sur la droite pour pouvoir avoir la prédiction donnée par le modèle. Lorsque on a deux variables explicatives qu'on veut utiliser pour prédire la variable réponse y, alors le modèle sera d'équation A1x1 plus A2x2 plus b. Et ici, on a un plan de R3. Voilà, et ça, c'est une représentation visuelle. Toujours en bleu, ce sera les données dans ce cas. Et le plan, vous voyez le plan en couleur rouge. Donc ça, ce sera le modèle de prédiction. Bon, en dimension 1 et 2, on peut visualiser. Mais lorsque on va aller en dimension plus grande que 2, on sait que c'est un hyperplan, d'après son équation. Voilà. Mais voilà, ce sera plus possible de représenter le modèle visuellement comme ceci. Mais c'est pas grave parce que l'objectif, c'est notre prédiction. Même si on ne peut pas le visualiser, même on ne peut pas visualiser la fonction. Donc, la fonction modèle, c'est pas grave. C'est pas un problème. Maintenant, on sait comment est-ce que on définit le modèle de régression linéaire. Et ce qu'on sait, c'est que dans le modèle de régression linéaire, entraîner le modèle revient à chercher les coefficients A1, en fait, le vecteur de coefficients A et B. On va dire ça comme ça. Donc ça, c'est juste un rappel pour encore un peu rendre les notations un peu plus compactes. Donc, on a dit, on va chercher A et B, de telle sorte que les prédictions dans la base de données d'entraînement seront le plus proches possible des vrais
des vrais labels, donc des vraies sorties. Ici, le vecteur, on sait que dans les inconnus de notre modèle, c'est A1, A2, AN, AN et B. Donc, on peut regrouper tous ces inconnus encore à un vecteur que ici, je note W. Donc, le vecteur W, c'est le vecteur formé de B, A1 jusqu'à AN. Maintenant, c'est un vecteur en dimension N, c'est un vecteur en dimension N plus 1. Bon, parce qu'on a juste ajouté B pour pouvoir avoir un seul vecteur qui contient tous les inconnus du modèle. Voilà, et aussi, on peut complexifier la notation ici aussi en disant que on va prendre xj, x tilde. Ici, on note x tilde j, le vecteur qui va contenir les différentes valeurs des variables, des variables explicatives. Ça, donc x1j, x2j, xnj, et aussi, on va mettre 1. L'idée, c'est juste de pouvoir écrire le modèle sous cette forme plus simple. Donc, W transposé par f de x tilde j, c'est transposé de W fois x tilde j. Et voilà. Donc, dans la suite, on va essayer de trouver le vecteur W de telle sorte que W transposé x tilde j soit le plus proche possible de yj. Bon, depuis, je ne fais que dire le plus proche possible de yj, mais je ne dis pas avec quoi est-ce qu'on va caractériser cette notion de proximité. Donc, ici, en apprentissage supervisé, cette notion-là se traduit avec ce qu'on appelle la fonction PET. Donc, pour chaque observation, la prédiction, c'est que ce sera W transposé W fois x tilde j, et la valeur réelle, c'est yj. Et l'écart entre les deux se mesure à l'aide de ce qu'on appelle la fonction PET. Donc, pour la régression linéaire, la fonction PET la plus utilisée, donc, dans la fonction PET utilisée, est définie comme la somme des carrés des erreurs entre la prédiction du modèle et la vraie valeur. Donc, c'est comme ça qu'on définit la fonction PET dans le cas de la régression linéaire. Vous verrez peut-être éventuellement dans d'autres documents certains ajustements sur cette fonction-ci, peut-être 1 sur n, 1 demi, etc. Mais c'est la même idée. Les gens, bon, on a peut-être dans certains cas, d'autres vont peut-être préférer mettre 1 sur n et tout, mais c'est parce qu'ils savent que, en fait, si tu ajoutes juste une constante devant cette fonction-ci, ça ne va pas changer, en fait, le minimum. Et l'idée, ce sera de trouver, parce que l'idée, c'est en fait, c'est de trouver le vecteur des coefficients qui minimise cette fonction-ci. Donc, voilà, comme je disais, on a reformulé le problème mathématiquement et on se rend compte que l'objectif final, c'est de trouver le vecteur des coefficients W qui minimise la fonction PET. Donc, trouver le R-min de la fonction PET. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Alors, il y a Matessa. Matessa, tu as la main levée, tu as la parole. Matessa Pelena, je crois, oui. Peut-être c'est une erreur, donc je regarde dans le chat, il n'y a pas de questions, donc tu peux continuer, allez voir. Ok. C'est bien comme c'est clair pour tout le monde. Voilà. Ici, ce slide-ci, c'est encore une autre notation, encore un peu compacte. Donc, ce qu'on fait ici, c'est, on vient de voir que la fonction PET se définit comme ça, mais on va essayer de la formuler encore un peu plus compacte afin de faciliter les calculs par la suite. Donc, cette somme-ci, elle peut s'écrire encore comme la norme de la distance, bon, comme la norme au carré. Ici, c'est la norme euclidienne, donc la norme que tout le monde connaît là, la norme euclidienne dans Rn, quoi. Ici, bon, Rn plus 1. Donc, c'est la norme de entre x tilde, ça c'est une matrice, la matrice x tilde W moins Y, où cette matrice x tilde ci est définie comme ceci. Et Y, c'est ça.
Donc, en fait, c'est vraiment, je regarde cette expression-ci et j'essaie de la formuler sous forme matricielle. Et la formulation matricielle est donnée par la norme entre I style de W moins, entre I style de fois W moins Y au carré. Donc, ce qu'on veut minimiser, la loss, on veut minimiser la loss. Donc, on veut trouver en fait le vecteur des coefficients W tel que cette valeur-ci, donc la norme au carré entre I style de W moins Y, qui est notre fonction P, soit minimale. On voit bien que ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est quoi? On a défini le modèle de régression linéaire. On a fait la formulation matricielle. On a encore complexifié de sorte à avoir juste la norme de I style de W moins Y au carré. Et on voit bien que l'objectif, c'est de minimiser cette fonction P2-là. On se pose donc la question de savoir comment est-ce que on fait pour trouver le minimum d'une fonction. Donc, comment est-ce qu'on optimise une fonction pour trouver son minimum? Donc, pour ça, on va commencer avec un rappel de base. Voilà. Quand nous sommes au lycée, on a une fonction qui va de R vers R. Bon, on va dire cette fonction est 2 fois dérivable. On veut trouver l'extrémum de la fonction. Quand on dit extrémum, ça peut être un minimum ou un maximum. Ce qu'on nous a appris depuis la terminale, c'est qu'on va calculer la dérivée de la fonction. Après, on va calculer les points critiques qui sont les points qui annulent la dérivée. Maintenant, une fois qu'on a résolu l'équation, cette équation f de x égale à 0 pour trouver les points critiques, on va maintenant chercher à savoir si ces points critiques, donc si ces points critiques sont les maximums, donc si c'est un maximum, par exemple, pour un point qui annule la dérivée, on veut savoir si ce point-là sera un maximum ou alors sera un minimum. Et pour ça, on nous a encore appris qu'il faut calculer la dérivée seconde. Et si la dérivée seconde, elle est positive, alors, donc ça, c'est la dérivée seconde au point x, au point critique x qu'on aura trouvé en résolvant cette équation-ci. Si la dérivée seconde est positive, alors on a un minimum local. Donc le point x est un minimum local. Si elle est négative, alors le point x est un maximum local. Bon, minimum local parce que la fonction est convexe au voisinage du point x. Maximum local parce que lorsque la dérivée seconde est négative, alors la fonction elle est plutôt concave au voisinage du point x. Quand je dis convexe et concave, ne vous inquiétez pas, on va voir les images par la suite. Une fonction convexe, on peut imaginer juste la courbe d'équation x. Donc, il y a x associé x carré. Ça, c'est une fonction convexe. Et si, par exemple, vous prenez sa symétrie, la symétrie de cette fonction-là par rapport à l'axe des abscisses, à l'épave, vous allez retomber sur la fonction concave, sur une fonction qui est plutôt concave. Voilà. Donc, c'était juste pour rappeler encore les propriétés qu'on a eu à voir depuis la terminale. Voilà. Et maintenant, si la fonction est convexe, voilà, alors, voilà, ici, ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Je résous l'équation, je trouve un point critique x que j'appelle x. Si au voisinage du point critique, c'est positif, alors la fonction est donc convexe au voisinage du point critique et donc ce point est un minimum local. Si la dérivée seconde est négative, alors au voisinage du point critique, la fonction elle est concave et donc c'est un maximum local. Maintenant, si la fonction est en général convexe, ça veut dire la dérivée seconde en tout point est toujours positive, alors la fonction elle est convexe et tout minimum local sera un minimum global. Et si la fonction est strictement convexe, donc la dérivée seconde est strictement positive en tout point x du domaine, alors le minimum global est unique. On va voir ça ici. Je pense que ça sera plus facile à visualiser. Donc, voici une fonction qui est non convexe. Ici, on peut voir que ce point en rouge, c'est un minimum local. Parce qu'on voit bien qu'au voisinage du point en rouge, ce point en rouge est effectivement un minimum. Voilà. Et aussi, le point en vert ici, en son voisinage, il est aussi un minimum. C'est pour ça qu'on dit minimum local.
Ça, c'est l'exemple d'une fonction convexe qui n'est pas une fonction convexe. On voit bien que tout minimum local est minimum global. Global, ça veut dire le plus, donc, sur tout le domaine où la fonction est définie, c'est le point en lequel la fonction atteint le minimum. Donc, on veut dire, voilà, je veux dire, sur tout le domaine, c'est la plus petite valeur. Donc, c'est le point à lequel la fonction prend la plus petite valeur possible. Donc, ça, c'est l'exemple d'une fonction convexe qui n'est pas strictement convexe. Si c'est pas strictement convexe, ça veut dire que c'est possible que la fonction atteigne sa plus petite valeur en plusieurs points. Et maintenant que la fonction est strictement convexe, alors le minimum global est unique. Donc, la fonction atteint son minimum global en un seul point. Voilà. Donc, ça, c'était quelques petits rappels pour pouvoir, voilà, pour pouvoir continuer. On avance ou bien il y a des questions? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous pouvez écrire dans le chat, on va essayer de lire pour que Annie va plus répondre. OK. Donc, ici, j'espère que les mathématiques, c'est vrai que dans la salle, il y a ceux qui sont forcément très experts dans tout ça, et peut-être ceux aussi qui c'est leur première fois de voir tout ça. Donc, nous sommes toujours, ne vous dites pas que nous sommes éloignés du sujet, non. Nous sommes toujours en apprentissage automatique, donc en IA. Et ce qu'on a fait, c'est de définir le modèle de régression logistique, de linéaire, pardon. Et on s'est rendu compte qu'il fallait minimiser une fonction P2 afin de trouver les coefficients du modèle. Maintenant, pour minimiser, éventuellement, il nous faut les outils pour minimiser. Raison pour laquelle on doit venir en mathématiques pour voir comment est-ce qu'on minimise une fonction afin d'être capable par la suite de trouver les coefficients du modèle. OK. Ici, on vient de faire un premier rappel en dimension 1. Comment est-ce qu'on faisait depuis le lycée pour trouver le minimum d'une fonction? Maintenant, si nous sommes en dimension n, donc on prend maintenant une fonction qui va de Rn vers R. On va prendre cette fonction de classe C2, donc 2 fois différenciable. Donc, juste pour que les dérivés secondes puissent être bien définis. Voilà. Donc, on considère une fonction f qui va maintenant de Rn vers R, de classe C2. En dimension n, on ne parle plus de dérivés. On va maintenant parler de gradient, où le gradient, c'est juste le vecteur des dérivés. Donc, en dimension n, calculer la dérivée revient à calculer le gradient. Maintenant, trouver les points critiques, donc résoudre l'équation dérivée égale à 0. Alors ici, c'est résoudre l'équation gradient égale à 0. Ensuite, on a dit, après ça, on devait calculer les dérivées secondes afin de savoir si les points de solution de l'équation, les points critiques sont minimum, maximum, ou alors, voilà, ou alors autre chose. Donc, on a vu qu'il fallait calculer la dérivée seconde. L'équivalent de la dérivée seconde en dimension n, c'est la matrice hessienne. Donc, la matrice formée des dérivées secondes. Et maintenant, avant, on disait, si la dérivée seconde est positive autour du point critique, alors c'est un minimum local. Ici, la notion de dérivée seconde positive va être remplacée par la matrice hessienne définie positive autour du point critique. Voilà. Donc, si la matrice hessienne au point X est définie positive, alors c'est un minimum local. Si la matrice hessienne autour du point X est définie négative, alors c'est un maximum local. Voilà. Et je ne sais pas si tout le monde est familier avec les notions de matrice définie positive ou de matrice définie négative. Disons juste que, pour le moment, on va y arriver par la suite après, que dire qu'une matrice est définie positive, c'est dire que si cette matrice-là, elle est,
c'est dit que, disons, si la matrice elle est symétrique, c'est dit qu'on est en train de dire que ses valeurs propres sont positives. Donc, ces valeurs propres sont positives. Si les valeurs propres sont positives, alors c'est un minimum local. Ou bien si toutes ces valeurs propres sont négatives, alors ce sera un maximum local. Donc, une remarque. Si la fonction est convexe sur tout son domaine, c'est-à-dire la matrice hessienne est semi-définie positive, bon, là, je vais revenir pour qu'on ne se perde pas avec les petites définitions, les petites voilà, définitions de certaines matrices. Je reviens ici. Je calcule la matrice hessienne autour du point critique. Si la matrice hessienne, en fait, si la matrice hessienne, elle est semi-définie positive. Le mot semi-définie positive, c'est dit que les valeurs propres de la matrice sont positives ou nulles. Alors la fonction, elle est convexe. Mais si toutes les valeurs propres sont toutes strictement positives, alors la fonction, elle est strictement convexe. Donc ici, j'aurais même dû mettre, si la hessienne est semi-définie positive, alors c'est un minimum local. Si la hessienne est semi-définie négative, alors c'est un maximum local. Parce que définie positive est plus grande, est plus forte que semi-définie positive parce qu'on veut que toutes les valeurs propres soient strictement positives. Voilà, donc on dit donc une fonction est convexe si en tout point du domaine, la matrice hessienne, elle est semi-définie positive. Et dans ce cas, on avait vu que alors tout minimum local était global. Et si la fonction est strictement convexe, c'est-à-dire la matrice hessienne elle est définie positive maintenant, alors la fonction est strictement convexe, donc tout minimum global, en fait, le minimum global est unique. Donc, ça, ce sont les rappels mathématiques sur comment est-ce qu'on fait en général pour trouver le minimum d'une fonction. Donc, ici, on s'est dit, on va calculer le gradient de la fonction, on va trouver les points critiques, on va calculer la matrice hessienne au voisinage des points critiques et en fonction des caractéristiques de la matrice hessienne, donc si c'est semi-définie positive ou alors semi-définie négative, alors on saura si le point critique est un maximum ou un minimum. Donc maintenant, on revient sur notre problème de départ. C'est ce problème-ci qu'on veut minimiser. Donc, première des choses à faire, c'est de savoir comment c'est de calculer le gradient de cette fonction, de notre fonction P2. On a appelé ça L, donc le gradient de L. Ensuite, on va calculer le gradient, on va résoudre le gradient égal à 0. Après, on va calculer sa hessienne, la matrice hessienne au voisinage des points critiques. Voilà. Et on va pouvoir savoir si le minimum est local ou global. Donc, dans cet exercice-ci, ce qu'il demande de faire, c'est de calculer le gradient de L, ensuite calculer la hessienne, la matrice hessienne de L, ensuite de dire ici si la fonction L est convexe, et ensuite de donner les conditions suivant lesquelles la fonction L est strictement convexe. Donc, ça, c'est un exercice. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de faire cet exercice-là pendant la session, mais c'est comme un exercice d'application où vous pourriez développer juste après chez vous. Et si vous avez des difficultés, bien évidemment que vous pouvez me contacter ou bien voilà, vous pouvez parler à n'importe qui, voilà, à n'importe quel administrateur là, pour en discuter. Donc, je laisse cet exercice comme exercice d'application, mais je donne quand même des réponses parce que les réponses vont nous servir pour la suite, parce que notre objectif, c'est de trouver le vecteur des coefficients W. Donc, quand vous allez calculer le gradient de la fonction, vous allez trouver ça. Donc, ça, c'est 2 fois la matrice transposée de x tilde fois x tilde W moins y. La matrice hessienne sera donnée par 2 fois la transposée de x tilde fois la matrice x. Et oui, en fait, vous allez pouvoir justifier que la fonction, elle est convexe partout sur son domaine. Donc, elle est convexe sur Rn. Pourquoi? Parce que vous pouvez regarder que la matrice, donc pour tout point, donc pour tout W, la matrice hessienne est toujours semi-définie positive.
Semi-définie positive. Donc, pour démontrer que c'est semi-définie positive, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'il suffit de montrer que pour tout point que vous prenez dans le domaine, donc pour tout V dans Rn plus 1, que, donc ça c'est la définition même, donc pas la propriété avec les valeurs propres, mais la définition même, que vous avez montré que le produit scalaire, donc le produit V transposé, la matrice hessienne fois la matrice hessienne fois V est positif. Donc, en un point W, la matrice hessienne au point W est semi-positive, semi-définie positive si pour tout V que vous prenez dans le domaine qui est ici Rn plus 1, ce produit matriciel-ci, V transposé, fois la matrice hessienne, fois V, est positive. Mais dans notre cas, on sait que la matrice hessienne, c'est 2 fois transposé de x tilde fois transposé de x. Donc, vous voyez que quand on va remplacer ça ici, on va retomber sur 2 fois la norme de x tilde fois v. Et dès qu'on retrouve la norme, on sait que c'est toujours positif. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir justifier que la fonction est convexe. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce qu'au moins, vous savez que voilà, notre fonction peut être en régression linéaire, telle qu'on l'a définie, elle est convexe, c'est bien. Donc, on sait que le minimum global est unique. Bon, pas que le minimum global est unique, désolé, j'ai fait une erreur, mais que tout minimum local est minimum global. Donc, quand vous allez résoudre l'équation, vous allez résoudre un gradient égal à 0 pour trouver les points critiques. Le point critique que vous prenez, si, voilà, le point critique que vous prenez là, vous savez que ce point critique, c'est un minimum global. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, une autre question sur l'exercice, c'était de savoir est-ce que notre fonction peut être strictement convexe? Pour dire est-ce que le minimum est toujours unique? Donc, est-ce que le point en lequel la fonction peut atteindre son minimum est unique? Donc, ça, il faut des conditions pour cela. C'est ce que vous allez voir en faisant l'exercice. Vous allez voir que, voilà, vous allez voir que la fonction est strictement convexe si et seulement si le noyau de la matrice is tilde se réduit au vecteur nul. Et on peut aussi l'expliquer un peu très facilement à partir d'ici, parce qu'on sait que, bon, la fonction est strictement convexe si et seulement si la matrice hessienne est définie positive en tout point. La matrice hessienne, déjà, ça ne dépend pas du point. Donc, c'est 2 fois x transposé fois x tilde. Donc, on sait que c'est défini positive si, voilà, on sait que, on sait que c'est défini positive si ces valeurs propres sont strictement positives. Mais maintenant, sans même parler de valeur propre qui est une propriété, si on veut utiliser la définition même de définie positive, définie positive, en fait, c'est pour tout V dans Rn plus 1, cette composition de matrice, donc V transposé matrice hessienne fois V, elle doit être strictement positive pour tout. Elle doit être strictement positive pour tout V non nul. Donc, elle peut être nulle uniquement en 0. On a calculé déjà ce produit, on a vu que c'était 2 fois la norme. Donc, c'est déjà supérieur ou égal à 0. Maintenant, c'est égal à 0. On sait que la norme est égale à 0 si et seulement. Désolé, Aneva, de t'interrompre. Oui. Est-ce que tu as la possibilité d'utiliser le pointeur laser? Le pointeur, de quel Oui. pointeur parles-tu? Ah, c'est pas PPT, donc ouais. Il y a quelqu'un qui demandait, Armel qui demandait si tu pouvais utiliser le laser pour qu'on puisse bien suivre le curseur. Et je crois que ce PDF, il n'y en a pas. Oui, je ne sais pas. En tout cas, Ok, ici ok. sur Bon, Adobe. je crois qu'il faut continuer sur le. Ouais. Ok. Voilà, ce que je disais, j'essaie de justifier pourquoi est-ce que la fonction LE est strictement convexe. Et je disais que, bon, d'après ce qu'on s'est dit, c'est que elle est strictement convexe si et seulement si la matrice hessienne, elle est définie positive.
je viens de dire que défini positive signifie en fait que ce produit de matrice, donc V transposé fois la matrice ici une fois V, elle est strictement positive pour les V différents de 0 et égale à 0 pour V égale à 0. D'après la définition, bon, d'après l'expression, comme c'est 2 fois la norme, c'est toujours supérieur ou égal à 0, donc c'est convexe. Mais maintenant, c'est en V égale à 0. En fait, on veut savoir si, est-ce que c'est uniquement en V égale à 0 que cette fonction-ci est égale à 0. Donc, on sait qu'une norme est égale à 0 si ce qui est à l'intérieur est égal à 0. Si et seulement si. Voilà. Et on sait que X transposé, X tilde fois V est égal à 0 si, en fait, si et seulement si V est égal à 0, dans le cas où la matrice X tilde a un noyau dont le quai est égal à 0. C'est ce qui, en fait, c'est l'explication du résultat, donc de la réponse à l'exercice. C'est ce qu'on vient de faire, en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, il y a une question qui avait été posée, mais je ne sais pas si c'est une clarification. Donc, il y a Melon Méli Junior qui dit définit positive. Les valeurs propres sont toutes strictement positives. Je ne sais pas si Oui. c'est une affirmation ou une question. Non, voilà, c'est une propriété. Définie positive, il y a la définition, il y a les propriétés. La définition, c'est avec ce produit matriciel, donc V transposé matrice ici une fois V, qui doit être strictement positif pour les V non nuls et 0 pour V égale à 0. Bon, en fait, uniquement 0 pour V égale à 0. Et la propriété, c'est que toutes les valeurs propres doivent être strictement positives. On peut retrouver la propriété, mais bon, c'est pas le but du cours. Donc, en exercice, vous pouvez le faire, ou bien vous pouvez me contacter, on va le faire ensemble. OK. Et donc, une deuxième question était de la part de Amel, mais je crois que Yaya a répondu. Donc, Amel demandait, s'il te plaît, Aneva, peux-tu utiliser le laser pour qu'on puisse bien suivre ton curseur? Donc, en fait, il utilise Adobe, donc c'est un PDF, et son curseur, il est blanc, donc il se confond avec le fond de ses slides, mais c'est quand même visible si vous suivez très bien. Et lorsqu'elle bouge un peu, on voit comment le curseur se déplace. Donc, c'est pas possible le laser parce que le laser est utilisé dans le cadre du PPT, donc les PowerPoint. Et donc, elle n'utilise pas. OK. Qui d'autre? Alors, Alors, Melon Meli confirme alors effectivement que c'est une propriété. Donc, je crois que tu as bien répondu à cela. Euh, j'ai une question, s'il vous plaît. oui, Tieno, une question. Oui, Tieno, tu as la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup de votre exposé concernant l'optimisation. Ok, moi je voudrais savoir en ce qui concerne la fonction coût dont vous avez évoqué là. Vous avez parlé des propriétés comme si, par exemple, si la fonction a deux minimums. Je voudrais savoir si, par exemple, il arrive ce genre de situation-là, quelle information le modèle nous donne? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est au niveau de la convexité. Est-ce que la convexité est nécessaire ou bien indispensable? Et sinon, quels sont les impacts? OK. Bon, pour la première question, si, voilà, s'il y a deux minimums, c'est pour dire que ta solution, parce qu'on a dit depuis le début, ce qu'on veut faire, c'est de trouver les coefficients, c'est de trouver les coefficients dans le vecteur les coefficients de notre modèle. Donc, lorsque la solution n'est pas unique, on voit bien que ça veut dire qu'il y aura deux familles il y aura, il y aura deux familles de coefficients adaptés au modèle. Donc, Maintenant, oui, si je comprends bien qu'il y aura, c'est-à-dire deux modèles qui seront adaptés, ou oui, bien donc, deux équations. il y aura voilà, il y aura voilà, il y aura deux familles de coefficients du modèle, donc deux vecteurs de coefficients qui donnent la même prédiction. OK. Maintenant, dans ce genre de cas, c'est, voilà, en fait, déjà, les deux, c'est bon, donc c'est approprié pour le modèle. Maintenant, si vous voulez aller loin dans l'interprétation des coefficients du modèle, dans certains Mhm. cas, vous serez amené à dire, bon, moi, je préfère cette famille de coefficients-ci parce qu'elle favorise certaines propriétés dans mes données. Vous voyez? Donc, voilà, ce sont des choses. C'est pour ça que parfois, c'est tellement dit, bon, on va ajouter ce qu'on appelle
une régularisation, donc un a priori, je veux des coefficients peut-être, je veux des solutions peut-être avec des solutions où il y a beaucoup de zéros parce que ça va me permettre de sélectionner les variables les plus pertinentes de mon modèle, etc. Vous voyez un peu. Donc ça, mais juste le problème, sans entrer dans les détails d'interprétation des coefficients et tout, dans ce cas, la famille des coefficients cherchés, ça va, quoi. Une seule, ça suffit, quoi. Ok, l'autre question, c'était au niveau de la convexité. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir la convexité? Non, ce n'est pas obligatoire. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais s'il n'y a pas la convexité, alors, d'après le graphe que j'ai montré, que j'ai montré, c'est possible qu'en optimisant, en fait, parce que l'idée, c'est de trouver le minimum global, parce qu'on veut le plus petit, n'est-ce pas? On veut ce point rouge si on ne veut pas le point vert, parce que le point vert, bon, c'est un minimum local qui n'est pas global, c'est pas lui qu'on veut, on veut celui-ci. Donc, s'il n'y a pas la convexité, l'information, c'est que on doit faire attention, parce que quand on va résoudre, restons d'un point de vue matriciel, comme on vient de voir, bon, d'un point de vue analytique, bon, de mathématiques, comme on vient de voir, lorsqu'on va résoudre, lorsqu'on va trouver les points critiques de la fonction, on va tomber sur deux points critiques. Vous voyez, par exemple, disons qu'on va tomber dans deux points critiques qui seront les minimums locaux. Et maintenant, il va falloir faire attention parce qu'il va falloir véritablement vérifier que le point critique, donc parmi les deux points critiques, il peut y avoir plusieurs, mais restons sur ceux qui sont minimum local, quoi. Il va falloir vérifier celui qui est global entre les deux. Vous voyez? Et pourtant, si la fonction est convexe, on n'a pas besoin de vérifier parce qu'on a l'information suivant laquelle tout minimum local est global. Ok, donc la convexité nous donne la garantie d'avoir un minimum global. Exactement, c'est ça. D'accord. Maintenant, y a-t-il des conséquences pour la non-convexité ou bien c'est pas... En régression linéaire, la fonction telle que définie, elle est convexe. Ça, c'est bien pour nous. Maintenant, dans notre problème où si par exemple tu es en train d'optimiser une autre fonction qui n'est pas celle-ci, alors là, c'est là où tu vas faire attention à bien trouver des façons de tomber sur le minimum global, quoi. Vous voyez? D'accord. Okay. Mais en régression linéaire, c'est convexe, c'est bien, nous sommes contents. Yeah. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on va prendre la question également avant que je continue rapidement, de HP Ryzen. S'il vous plaît, mettez vos noms de famille, parce que là, c'est... Donc, alors, HP Ryzen 7, il dit ceci. Si nous avons un point d'inflexion... Ah, ok, c'est Abou Bosso, ok. Bousso. Il dit, si nous avons un point d'inflexion, comme la fonction x cube, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a un point d'inflexion, on ne peut rien dire, comme on nous a appris depuis le début. Avec un point d'inflexion, on ne peut rien dire. Il faut, ah, il faut, en fait, ça, c'est déjà, ça sort un peu de notre cadre, mais si vous avez un point d'inflexion, vous ne pouvez rien dire. Donc, il faut aller plus loin. Donc, plus loin, on va creuser pour voir les propriétés du point d'inflexion. Mais le point d'inflexion, c'est ni un minimum, ni un maximum. Donc, c'est autre chose. Donc, ça sort de notre cadre d'optimisation, où on veut un minimum ou un maximum. Ok, donc je pense que Anne a répondu. D'accord, tu peux continuer. Je pense que là, il n'y a plus d'autres questions. Ok, on peut avancer. D'accord. Bon, là maintenant, voilà, comme je disais, pour trouver le point critique, on va résoudre le gradient de L égale à 0. D'abord, on a calculé le gradient, on a vu que le gradient, c'était 2 fois cette quantité-ci. Donc, ça fait 2 fois ça égale à 0. Et donc, on va développer. Bon, on va multiplier par la matrice X. Bon, on va juste développer, pardon. On va avoir ça. Donc, X tilde transposé fois X fois W étoile égale à X tilde transposé fois Y. Et on va tirer Y. Donc on peut tirer Y si notre matrice X tilde transposé fois X est inversible. Donc, ça y est, vous voyez, avec les mathématiques, nous sommes bien d'un problème d'IA, on a modélisé le problème, on a vu qu'il fallait trouver les coefficients du modèle, et avec les mathématiques, on se rend compte
on voit comment est-ce qu'on calcule effectivement les coefficients du modèle. Donc, W est donné par ça, quoi. Ist transposé fois X moins 1. L'inverse de cette matrice fois Ist transposé fois Y. Si notre matrice est inversible. Maintenant, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que, en général, cette matrice-ci, elle n'est pas inversible. En général, voilà. Et même si elle est inversible, parfois les valeurs propres sont très petites. Et comme les valeurs propres sont très petites, juste avec un peu de bruit dans nos données, allez, pap. Donc, en fait, quand les valeurs propres sont très petites, de telle sorte que avec un peu de bruit, on va, voilà, ce sera grave, quoi. Donc, on va avoir des erreurs d'estimation dans notre modèle énormes. Donc, c'est ça que je dis ici. Bon, ici, je rappelle d'abord ce que c'est que les conditions d'inversibilité d'une matrice, parce qu'on a vu ici qu'il fallait que ça, si ça a été inversible, alors on connaissait calculer la solution exacte. Maintenant, ça veut dire quoi inversible? On sait qu'une matrice inversible, c'est seulement si son rang est égal au nombre de colonnes. Je pense que ça, tout le monde connaît. Et pour toute matrice A, le rang de transposé de A fois A, c'est le rang de A. Et si le transposé X est inversible si et seulement si, donc en fait, voilà, d'après cette propriété, X de transposé X est inversible si et seulement si le rang de X est égal à N plus 1. Parce que N plus 1, c'est la dimension de notre problème. C'est-à-dire, X est injective. Voilà, ça c'est juste un petit rappel sur les conditions d'inversibilité de cette matrice-ci. Et voilà, c'est ce que je disais ici. Donc, même si elle était inversible, il est complètement déconseillé de calculer son inverse. Parce que c'est très coûteux en temps de calcul. Et en plus, si la matrice est mal conditionnée, si les valeurs propres sont très petites, l'inversion peut amplifier le bruit et les erreurs numériques. C'est pour ça qu'en pratique, on préfère utiliser on préfère minimiser directement la fonction PET en utilisant un algorithme d'optimisation comme la descente de gradient. Donc, on va voir dans la suite ce que c'est que la descente de gradient. Donc, considérons une fonction f qui va de Rn vers R différenciable qu'on cherche à minimiser. Donc, on veut trouver le Rmin de f de x dans Rn. Pour bien comprendre ce que c'est que pour bien comprendre l'algorithme de descente de gradient, on va commencer par définir ce qui signifie une direction de descente. En fait, imaginez-vous que vous voulez minimiser une fonction. Imaginez-vous que vous êtes à un point de cette fonction-là. Vous êtes par exemple vous êtes par exemple en x, vous êtes en x, donc vous êtes à f de x en x. Vous vous dites, mais dans quelle direction? Est-ce que si je bouge dans telle direction ou bien dans telle autre direction, alors la valeur de ma fonction va diminuer? Donc, tu veux savoir, à partir de, tu es à x, tu veux savoir comment est-ce qu'il faut que tu bouges pour que ta fonction diminue. C'est ça qu'on appelle direction de descente. On dit qu'un vecteur D est une direction de descente en un point X si pour un petit alpha, donc pour alpha strictement positif, donc s'il existe un alpha strictement positif, tel que f de x plus alpha d soit strictement inférieur à f de x. Donc ça, c'est la direction de descente. Donc si vous avez un vecteur qui vérifie cette propriété-là, alors vous savez que ce vecteur-là est une direction de descente. Et le alpha, c'est en fait pour vous dire, le alpha, c'est, voilà, c'est pour vous donner le voisinage au point X sur ce vecteur-là, ou le voisinage qui garantit que voilà, la fonction diminue. D'après, c'est une définition, quoi. Donc, D est une direction de descente en X, c'est seulement si, pour un petit alpha, donc s'il existe un alpha positif, tel que f de x plus alpha d est strictement inférieur à f de x. Et la propriété, donc la seule chose qu'il faut retenir même de cette partie, la seule chose, c'est que moins gradient de x est une direction de descente. C'est vraiment tout ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la descente de gradient. Donc, si le gradient de la fonction f de x de la fonction f au point x est non nul, alors moins le gradient est une direction de descente. Tout ce qu'il faut retenir sur ce slide. Voilà. Donc, l'intuition donne donc au voisinage du point x,
le gradient de f de x indique la direction de plus forte croissance de la fonction. Donc, on va suivre moins la direction de descente pour pouvoir descendre, donc pour pouvoir aller vers le minimum de la fonction. Ce qu'il faut retenir de ce slide. Moins gradient de f de x est une direction de descente et c'est elle qui est utilisée dans l'algorithme de descente de gradient. Donc ça, c'est une illustration un peu visuelle. Ici, je suis à un point x, ça c'est le gradient, le vecteur gradient. Ça c'est moins gradient en V. Donc, moins gradient en V, c'est une direction de descente. Et maintenant, ici, c'est pour illustrer l'intérêt du pas de descente. Parce que j'ai dit je descends suivant une direction. Mais de combien est-ce que je descends? Est-ce que je descends trop? Est-ce que je descends lentement ou est-ce que je descends vite? Si je descends très, très lentement au voisinage du point ici, vous voyez, je vais mettre beaucoup de temps pour pouvoir converger, donc pour pouvoir arriver au minimum de la fonction. Ici, c'est un pas de descente qui est normal. Donc, on descend, ça va vite, mais ça arrive effectivement au minimum sans artefact. Et pourtant, si vous prenez un pas de descente trop grand, vous pouvez faire ça, les zigzags, vous allez tourner, votre algorithme ne va pas converger parce que vous allez tourner. Voilà, vous allez beaucoup, il y a l'instabilité, quoi. Vous allez beaucoup souffrir pour arriver vers le minimum. Donc, l'idée de ce slide, c'est juste pour dire, dans l'algorithme de descente de gradient, il va falloir faire attention au choix du pas de descente. Parce que s'il est trop petit, vous allez tellement mettre long pour converger. S'il est trop grand, voilà, vous allez avoir ce phénomène-ci qu'on ne veut pas. Et s'il est bien ajusté, alors vous allez descendre normalement et rapidement vers le minimum de la fonction. Donc, ici, c'est un récapitulatif. Donc, ça, c'est l'algorithme de descente de gradient, finalement. Donc, dans l'algorithme quand j'ai un algorithme, il faut un point de départ. Je pars d'un point x0. Je choisis un pas de descente. Ça, c'est le pas de descente qui sera fixé le long de l'algorithme. Donc, le pas là, que je dis qu'il faut ajuster avec beaucoup d'attention. Et je fixe un nombre maximal d'itérations, parce que je ne vais pas quand même aller jusqu'à 2 millions, quoi. Et je choisis une tolérance. Donc, l'ordre des itérations, donc pour être allant de 0 jusqu'à k-1, ici, grand K, c'est le nombre d'itérations. On va calculer le gradient, on va vérifier si la condition d'arrêt, on va vérifier si le gradient est trop petit ou pas, si on s'arrête ou pas. Et puis, on va mettre à jour les itérés. Et on va retourner ISK. Donc, ISK retourné sera le point en lequel notre fonction atteint son minimum. Voilà. Et maintenant, d'un point de vue théorique, le pas de descente ici, on sait comment est-ce qu'on le choisit, en fait. Dans le pas de descente, en fait, on sait que s'il est choisi entre 0 et 1 sur, ça c'est la plus grande valeur propre de la matrice X transposée fois X. Donc, si on choisit ce pas-ci comme ça, alors l'algorithme converge. Ici, moi, je ne vais pas parler des propriétés, comment est-ce qu'on a démontré ça, non, parce que ce n'est pas l'objectif du cours. Mais sinon, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de cours que vous avez fait, peut-être pour beaucoup d'entre vous, voilà, où vous avez fait toutes ces preuves ici d'un point de vue mathématique. Voilà, ce que je disais, c'est que si on choisit le pas comme ça, alors on est sûr que l'algorithme converge. Mais en pratique, on ne va pas, comme je disais, calculer les valeurs propres. Imaginez une matrice qui est de taille 1 million par 1 million. Donc, vous avez peut-être 1 million d'observations. Calculer ces valeurs propres, c'est tellement coûteux. Donc, en pratique, on ne va pas le calculer. Donc, on va juste chercher à trouver un lambda, à prendre un lambda petit, suffisamment petit, de sorte à ce que notre algorithme converge et rapidement. Donc, c'est le message que je passe sur cette partie-ci. Voilà, et comme je disais, ce n'est pas le seul algorithme qui existe. La descente des gradients, c'est quand même l'algorithme de base de beaucoup d'algorithmes d'optimisation. C'est vraiment l'algorithme de base. Et il y a plusieurs autres variantes de cet algorithme ici. Vous allez rencontrer, lorsque vous allez travailler avec des projets, vous allez aller pour implémenter, vous allez voir des algorithmes comme la descente des gradients stochastiques, ADAM, LBFGS, voilà. Mais l'algorithme de base que vous pouvez vous-même implémenter même à la main pour bien comprendre,
c'est l'algorithme de descente de gradient. Voilà, je pense que, je ne sais pas si ici, on peut faire une pause et avant qu'après, on viendra parler de la régression logistique. Effectivement. Donc, avant la pause, il y a quelques questions que je vais te relayer pour que tu puisses répondre. Alors, il y a Arthur qui dit, OK, s'il vous plaît, j'ai l'impression que l'immersion, enfin, des analyses mathématiques nous éloigne beaucoup de la régression qu'on étudiait et on perd le fil. OK. Bon, Yaya a essayé de répondre, c'est normal. Ça fait beaucoup d'informations du coup. Il y a plein de points particuliers qui t'échappent. Tu peux les noter et poser tes questions. Euh, voilà, ou peut-être nous contacter directement. Donc, je pense que la personne soulignait le fait que voilà, il y a ce rappel mathématique qui est très important. Il faut le dire. Avant de parler de l'IA et tout, vraiment, il faut très, très bien comprendre qu'il y a les mathématiques derrière. Et lorsqu'on comprend mieux les mathématiques qui sont derrière, ça permet facilement de comprendre en fait les résultats qu'on va avoir plus tard en utilisant le machine learning. Donc, soyez très attentifs à cela. Donc, Méli dit, OK, le pas de convergence correspond-il à la vitesse de convergence? Ça, c'est une question pour Aniba. Oui, oui. Attends, le pas de convergence, la vitesse. Non, c'est pas la même chose. Le pas de OK. convergence, c'est en fait de combien est-ce qu'on se déplace sur la direction de descente afin de ne pas trop s'éloigner du minimum. De combien, voilà, comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on avance. Mais ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit, ce soit lié à la vitesse de convergence de l'algorithme, parce que je pense que la vitesse de convergence d'un algorithme, c'est, je pense que ça se définit, en fait, je me rappelle plus trop bien, mais je pense que c'est, ça donne plutôt le cours computationnel. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui maîtrise ce truc sur la vitesse de convergence des algorithmes. Peut-être qu'il peut répondre. Oui, je crois que ce que tu es en train de dire, c'est ça. C'est le pas de convergence ici, ça va plutôt jouer sur la vitesse de convergence. Et ensuite, tu repars, par exemple, sur tes courbes là, où tu fais la comparaison. Donc, avec un pas, c'est pas celui-là. Donc, là où tu fais la comparaison des, des, des pas de descente. Oui, ici, par exemple. Donc, si tu as un pas qui est très faible, donc là, la convergence, elle est très lente. Ça veut dire que tu vas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations de descente de gradient. Pour le cas où le pas il est très grand, donc là, c'est moins d'opérations, sauf que tu vas pas vraiment avoir le minimum, donc instabilité. Donc, ouais, c'est pas une correspondance, mais il y a quand même une influence sur la vitesse de convergence. Donc, si c'est assez juste, oui, là, ça fait moins d'itérations que pour un pas très faible. Donc, la corrélation ici, ça va être en général, donc pas de convergence très faible, descente lente. Pas de convergence élevée, descente rapide, mais attention, instabilité. Voilà. Bon, c'est ça, merci, Aya. Et voilà, et pour celui qui disait on est en train de s'écarter, bon, comme Sandra là a répondu, vous voyez bien que nous sommes partis d'un problème. On a dit, on veut trouver les coefficients du modèle. C'est ce que nous sommes venus apprendre lorsqu'on fait la régression linéaire. Donc, pour calculer dans les coefficients du modèle, ce qu'on a fait, c'est que voilà, on a vu mathématiquement comment est-ce qu'on calcule ce coefficient. Et numériquement, on a aussi vu que, bon, avec des algorithmes d'optimisation, on arrive sur voilà, les algorithmes d'optimisation permettent, donc, sans passer par, permettent aussi voilà, de retrouver le minimum de ces fonctions, des fonctions-là. Donc, quand vous allez aller dans les bibliothèques, dans les librairies, donc vous allez aller sur Python pour implémenter votre algorithme, pour peut-être implémenter la régression linéaire sur votre base de données, en fait. Pour implémenter votre modèle de régression linéaire, vous allez voir que dans les librairies, il y a plusieurs algorithmes qui sont définis.
Et pour vraiment comprendre, suivant votre problème et suivant la qualité des données que vous aurez, les problèmes que vous allez rencontrer, il faut être capable de comprendre ce que fait chaque, chaque algorithme, donc ce que fait chaque modèle, donc vous êtes en train d'implémenter là, ce que fait mathématiquement chaque fonction, parce que c'est quand vous allez comprendre ça que vous allez connaître comment est-ce que, quelle est la fonction que je peux plutôt utiliser que d'utiliser celle-ci, quel algorithme que je peux plutôt utiliser que d'utiliser celui-ci, afin de pouvoir avoir, voilà, un accuracy, avoir une performance, une très belle performance de mon modèle. Bon, je pense que c'est fini les mathématiques Désolé, quand même. Oui. ouais, désolé de t'interrompre. Je voulais juste revenir sur ce que je disais. La question, c'était le pas de convergence avec vitesse de convergence. Quoi que je parlais de taux d'apprentissage et non pas le pas de convergence. J'avais mélangé les deux termes. La question, c'était par rapport au pas de convergence et la vitesse de convergence. Donc, oui, le pas de convergence, ça définit en quelque sorte la vitesse de convergence. Je voulais juste préciser ça. Donc, la définition que j'ai donnée, en fait, c'était par rapport au taux d'apprentissage. Donc, Mhm. le learning rate. Ok, donc une question également de... Donc merci beaucoup Eneva pour ces précisions. Donc une autre question de Edmond. Edmond dit, y a-t-il un moyen d'avoir un alpha optimal pour la descente du gradient? La descente du gradient, le alpha optimal, le lambda optimal, c'est exactement ça. Sur, 1 sur la plus grande valeur propre de transposée de x fois x. Donc, si par exemple vous avez une base de données qui n'est pas très énorme et que voilà, vous pouvez calculer ça, oui, vous pouvez le calculer afin de l'utiliser comme votre pas maximal et ça va quoi, c'est tranquille. Ok, donc c'est ça. Et également, Taber a ajouté en réponse à cette question, à cette même question que, en fait, le meilleur alpha, entre guillemets, unique, en théorie, effectivement, c'est ce que Aneva disait, c'est le alpha qui est inférieur à la valeur qui a été donnée. Et en pratique, c'est quoi? C'est qu'on choisit par validation croisée ou alors via le Unlearning Rate Finder et Finder, voilà. Et l'approche moderne, c'est utiliser les méthodes adaptatives, par exemple Adams, Hermes, Pro, etc. Plus également le planning de décroissance du taux. Donc, je crois que la réponse également de Taber permet de soutenir la réponse de Anne pour cela. Donc, maintenant, Michael a une autre question rapidement. Alors, il dit, ah non, il répondait sans doute à une question initiale, donc en disant elle mesure la rapidité avec laquelle les itérations successives d'un algorithme s'approchent d'une solution. Oui, donc il répondait, ok, je crois que... Ah oui, as-tu donc renchéri? Ok, donc en fait, à la réponse à notre réponse, Aneva et moi, concernant le fait que c'est important ce background mathématique pour comprendre la suite, as-tu réponds, je croyais qu'on était tous mathématiciens, je viens de comprendre qu'il y a des ingénieurs informaticiens, etc. Merci. Donc en fait, je pense qu'il a compris un peu, voilà, logiquement l'intérêt de cette base-là. Et non, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, ok. Alors, merci beaucoup Adiva pour cette première partie. On va reprendre à 14h40. Donc, on a une vingtaine de minutes, voilà, de pause ou de repos. Voilà. Donc, que tout le monde, je crois que c'est tout. Donc, on va reprendre dans notre séance pour la suite de la partie concernant la régression logistique avec Aneva. Donc, on va reprendre dans 20 minutes. À tout à l'heure à tous.